Très bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier l'unité co-développement et les organisateurs de ce séminaire pour votre invitation à introduire cette journée après le lycée agricole. Donc en fait, c'est une journée qui porte sur un thème novateur, très important pour le département SAD de l'INRA, qui en a fait une de ses priorités de recherche. Donc dans ma courte introduction, je voudrais vous présenter, vous brosser rapidement le panorama des recherches sur les systèmes alimentaires territorialisés à l'INRASAD. Non, oui. Voilà, donc SAD en fait veut dire Sciences pour l'action et le développement. Et la ligne directrice des recherches de ce département, c'est d'étudier les transformations de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement à partir d'un point de vue particulier qui est de prendre en compte les acteurs et comment les acteurs se saisissent de ces transformations et agissent pour aller vers un développement durable. Vous voyez sur la carte de France, le département SAD, c'est donc une réunion de 16 unités de recherche, 300 personnes, 200 chercheurs, qui travaillent sur la France, et puis un réseau de recherche internationale avec l'Argentine et le Brésil. Sur la partie droite de la diapo, un flash sur les thématiques de recherche concernant les systèmes alimentaires territoriaux au SAD. Depuis très longtemps, il y a eu des travaux sur les systèmes agroalimentaires localisés qui consistaient à mettre en valeur les terroirs, les indications géographiques, les marques territoriales pour favoriser le développement. Des travaux aussi de longue date sur le foncier et les usages du sol et des travaux qui ont pris de plus en plus d'importance avec l'enjeu de l'urbanisation. Depuis une quinzaine d'années, nous travaillons aussi sur l'agriculture périurbaine et l'agriculture urbaine afin de décrire la diversité et les conditions de viabilité de l'agriculture dans des contextes urbains. Également des travaux sur ce qu'on peut résumer en disant circuit court, des travaux donc sur les nouvelles formes de localisation de l'alimentation autour des AMAP, des marchés de producteurs et ce que vous avez beaucoup discuté dans ce séminaire, l'alimentation des cantines scolaires. Et plus récemment, nous avons développé des travaux qui sont plus ciblés sur les territoires alimentaires, avec deux entrées dans les territoires alimentaires. D'une part, l'entrée par les consommateurs et la question de l'accès des consommateurs à l'alimentation en fonction des caractéristiques de leur environnement alimentaire, et donc derrière pour aussi interroger les questions d'inégalité sociale d'accès à l'alimentation autour des notions de paysage alimentaire. Et puis, un autre versant, c'est plutôt les territoires de production alimentaire, ce qu'on appelle les food sheds, les bassins alimentaires autour des villes, par exemple. Et les réflexions qu'on aura aujourd'hui sur la suffisance alimentaire s'inscrivent bien dans cette réflexion sur comment redynamiser des agricultures alimentaires dans les territoires. Et puis également des travaux qui vont porter sur les récentes politiques alimentaires locales qui ont été donc promues depuis la loi de 2014 sur les projets alimentaires territoriaux. Et donc, on propose des connaissances pour des diagnostics, pour accompagner des acteurs à concevoir ces politiques et également pour analyser les gouvernances alimentaires qui émergent dans les territoires. Alors en fait, cette liste de travaux, on peut les réunir autour d'une question générale qui est en fait comment se reconnectent l'agriculture, l'alimentation et les territoires. Et cette question, elle est importante parce que la situation actuelle, c'est la situation d'un décalage. Je pense qu'hier, vous en avez parlé aussi. Et vous voyez les deux cartes, en fait, à gauche, la carte agricole en France qui montre en fait la spécialisation régionale des agricultures. Et à droite, la carte de l'urbanisation qui montre la polarisation des emplois et la diffusion résidentielle autour des villes, dans le périurbain jusqu'au rural. Et donc, en fait, cette question de la connexion, c'est comment articuler ces mondes qui se sont décalés
une agriculture plus orientée vers des marchés nationaux et d'exportation, et une urbanisation très forte du territoire. Donc c'est là que les recherches sur les systèmes alimentaires territorialisés trouvent leur intérêt, puisqu'il s'agit de trouver des modalités locales de reconnexion entre ville, agriculture et alimentation. Et comme ces cartes le montrent, en fait, dans chaque territoire, les conditions sont différentes, les agricultures sont différentes, et à chaque fois, quand on parle de la part de l'alimentation, on a besoin d'une diversité. Donc comment recréer cette diversité? Mais comme ça a été dit tout à l'heure par le proviseur, en fait, faire des recherches territoriales, c'est pas faire du localisme, c'est essayer aussi de confronter les expériences territoriales à différentes échelles. Et une des orientations du département SAD, c'est de promouvoir des recherches internationales sur certaines régions, et en particulier la région méditerranéenne. Vous voyez ici la carte des densités de population en Méditerranée. Et en fait, cette région a des caractéristiques très particulières, une très forte dépendance alimentaire, en particulier des régions sud et est. C'est les régions les plus dépendantes au monde en matière d'alimentation. On connaît les phénomènes d'accélération du changement climatique, la rareté des ressources, le sol, l'eau, mais aussi c'est une région de grande richesse au niveau des agricultures, de la biodiversité, des cultures alimentaires, la fameuse diète méditerranéenne, mais ces richesses sont menacées. Et donc l'objectif, c'est bien de travailler dans des comparaisons, dans des partenariats à cette échelle, avec deux principaux types d'outils. D'une part, des projets internationaux multi-échelles qui vont porter des analyses à des échelles allant du local jusqu'à l'échelle du bassin méditerranéen. Nous aurons un exemple tout à l'heure avec la présentation du projet d'Ivercrop qui est porté ici par l'unité éco-développement. Et puis un autre outil, c'est de renforcer des partenariats scientifiques internationaux, donc réseau de recherche internationale. Et il y a un projet de constitution d'un réseau de recherche internationale, INRA, autour du foncier agricole méditerranéen. Et puis enfin, ces recherches, elles ont un objectif appliqué, opérationnel, qui puisse servir à des acteurs locaux. Et je vous donne rapidement quelques exemples ici. Urban Simul, qui est un outil de prospective foncière qui a été élaboré pour aider des acteurs de l'aménagement à avoir des données de prospective pour faire des projets d'aménagement de différents types. Une autre manière de collaborer, c'est l'exemple d'un service d'études et d'expertise adossé à un laboratoire de recherche à Paris qui vise à accompagner des porteurs de projets agricoles en milieu urbain pour lesquels les modèles tant économiques qu'agroécologiques sont nouveaux, et il faut trouver des formules pour aider ces acteurs. Deux autres exemples. Un exemple de Ici c'est local, qui est une marque collective qui garantit dans des marchés de producteurs le fait que la personne qui vous vend les produits est un producteur ou vend des produits d'autres producteurs ou est un revendeur de produits qui viennent d'ailleurs. Et puis un dernier exemple sont les jeux de territoire qui sont en fait des jeux de rôle imaginés par des chercheurs pour aider des acteurs à se représenter le territoire, ses enjeux, ou par exemple mimer, reconstituer les jeux d'acteurs autour du foncier agricole périurbain. Donc je terminerai mon exposé introductif pour souligner tout l'intérêt et l'actualité scientifique du sujet qui est traité dans ce séminaire sur la suffisance alimentaire, puisque ça pose la question de ce que veut dire en fait une autonomie alimentaire qui n'est pas une vision autarcique des territoires, mais qui est une vision multi-échelle, ouverte, autour de comment finalement on pourrait dire renforcer la résilience des territoires. Et ce sujet qui est traité, il est important parce que de nouveaux programmes de recherche se montent à l'échelle de l'INRA et dans lesquels l'INRASAD porte cette approche des systèmes alimentaires territoriaux, par exemple autour de nouveaux programmes sur le changement d'échelle de l'agriculture biologique, la bioéconomie territoriale, le climat, les changements climatiques ou la santé. Voilà.
Donc j'en ai terminé. Je voudrais terminer par remercier à nouveau le lycée agricole, l'unité éco-développement et les organisateurs de cette journée. Et je nous souhaite à tous une excellente journée de travail. Merci. Nous allons passer à l'exposé du projet d'Iberclub. Je vais charger la présentation. Donc je vais rapidement vous présenter un autre projet de recherche. Alors on a choisi de structurer ces deux journées. La première à partir de ce que nous avons fait avec la ville d'Avignon, qui était un premier projet de recherche. On a besoin de recaler ce qu'on vous propose par rapport à des connaissances qu'on a acquises dans des cadres qui sont des cadres de programme chez nous. Donc la première journée était plus focalisée sur ce que nous avons pu construire à travers la collaboration avec la ville d'Avignon. Et cette journée-là, nous l'avons réfléchi plus à partir de ce que nous avons appris ou nous apprenons dans le cadre de collaboration internationale en Méditerranée, que nous appelons le projet d'Ibercrop. Donc je vais vous en dire deux mots très rapidement. Ce n'est pas le cœur de notre sujet, donc voilà, pour vous informer et puis pour discuter ultérieurement si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, une partie de ce projet sera présentée par Esther, puisque là, plus particulièrement, nous abordons la question de la sécurité alimentaire. Cette partie-là, je la laisse à Esther en présentation. Alors, donc le projet d'Ibercrop, voilà. Le projet d'Ibercrop est un projet international financé par l'Europe, que l'on coordonne dans l'unité éco-développement et qui réunit 9 labos du pourtour méditerranéen. Alors en substance, ces objectifs sont une volonté de partir de la globalité, la globalité étant l'ensemble du bassin pour nous, de partir de la globalité, d'essayer d'apprendre le maximum d'informations localisées à des échelles les plus précises possibles et les diffuser sur cette étendue vaste-là pour essayer de comprendre comment s'articulent les grandes relations entre usage du sol, production agricole, alimentation, non pas à l'échelle, parce qu'à l'échelle on essaie d'être le plus précis possible, mais sur l'étendue du bassin. Parce qu'on considère qu'il y a des enjeux particuliers à cette échelle-là, qui ne sont pas les enjeux territoriaux, qui ne sont pas les enjeux très localisés, mais qui sont des enjeux spécifiques, par exemple d'échange, par exemple de migration, par exemple de changement climatique et des choses comme ça. Alors, on part de la globalité, on essaie de reconnaître dans cette globalité des systèmes territoriaux. Alors, on ne va pas aller très longtemps sur la définition des systèmes territoriaux, on n'est pas capable d'avoir une définition tout à fait normalisée, mais en substance, est-ce qu'il y a des fonctionnements territoriaux, spatiaux, l'usage du sol à certains endroits, qui retracent une histoire et une dynamique particulière. Et on sait essayer à cartographier ces systèmes territoriaux, donc ces petites entités territoriales que nous présumons homogènes et que nous présumons comme un grain d'analyse intéressant pour un régulateur, s'il existe, du fonctionnement en Méditerranée. Donc on s'est employé à cartographier ces systèmes territoriaux, de comprendre comment ils évoluent dans le temps, en faisant du diachronique, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, en comprenant comment ça évolue en ce moment et en faisant modestement quelques peut-être projections pour l'avenir. Donc comprendre les déterminants de cette évolution et essayer d'évaluer les conséquences de cette évolution pour porter à connaissance d'éventuels décideurs publics qui seraient intéressés les conséquences possibles, prévisibles des évolutions constatées sur deux champs particuliers, la biodiversité, puisqu'on travaille avec des écologues de l'université à côté, là, d'Aix-Marseille, et la suffisance alimentaire. Enfin, la production alimentaire, on va dire, pas la suffisance. Donc, la production alimentaire, Esther va la détailler tout à l'heure. Et donc, bon, un petit schéma, mais c'est ce que je viens de vous dire. On part de la globalité du bassin,
on travaille les land systems, enfin les systèmes territoriaux, donc encore une fois des organisations territoriales au sens de la géographie, au sens de l'observation satellitale, que nous croisons avec, par exemple, de la politique publique. Est-ce qu'à un endroit il y a une protection environnementale, il y a une politique nationale particulière qui va protéger ou ne pas protéger ces espaces, bon, et que l'on croise aussi avec des éléments plus socio-économiques comme le type d'agriculture, le nombre de fermes, l'orientation économique des fermes ou qu'importe. Donc on croise tout ça et on dit là il y a une homogénéité, là il y a une homogénéité. Bon. Donc on fait ça sur l'ensemble du bassin, on a ces systèmes territoriaux et puis comme on a une vision exhaustive de l'ensemble du bassin, on peut échantillonner des systèmes territoriaux que l'on trouve intéressants en disant tiens celui-là il se passe quelque chose de particulier au bord de la ville, là c'est des endroits qui nous intéressent. On va aller en cas d'étude interroger les gens en disant quels sont les déterminants, quelles sont vos contraintes, comment pensez-vous que va évoluer votre milieu dans un avenir proche, etc. Donc on fait un certain nombre de travail qualitatif, d'enquête. Et ce travail qualitatif, ensuite, tout le jeu, c'est de remonter l'échelle et d'essayer de comprendre, dans la mesure du possible et en étant modeste, qu'est-ce qu'on peut généraliser à une étendue plus vaste, en disant, mais si ces systèmes territoriaux-là, dont nous avons enquêté 4 ou 5 à tel endroit, un peu autour de la Méditerranée, évoluent de la manière que nous disent les gens, alors on peut imaginer que ça va donner cette physionomie. Catastrophe. Voilà, donc la carte que vous ne voyez, que vous ne pouvez pas distinguer, donc c'est super de l'avoir mis. Hein. Bon, en substance, il y a les systèmes territoriaux, hein, on voit des couleurs différentes. Bon, si on zoome, on est capable d'avoir des données beaucoup plus précises puisqu'on est à 2 km de côté, on a des pixels de kilomètres. Mais en substance, on peut voir par exemple des changements, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, mais du côté de Espagne-Portugal, là, il y a quelque chose de rose. Hein, et donc ça, c'est à l'interro. C'est ça? À l'interro. Bon, donc un espace agricole particulier dont on peut voir, si on arrive à voir, qu'il est en train d'évoluer, notamment en se simplifiant et en étant assez perturbé par des systèmes agricoles qui se transforment actuellement. Donc on repère à la fois les grands systèmes que l'on reconnaît quand on est expert et qu'on connaît sa région, et à la fois on cible des grandes évolutions qui pour nous peuvent être des alertes si on pense que socialement il n'est pas préférable que ça évolue dans ce sens, ou alors laisser faire si on le souhaite. Voilà. Donc ça c'est le cadre général du travail que l'on conduit à l'ensemble des labos là, qui participent au consortium. Et Esther va vous présenter le WP5, qui est le WP plus particulièrement focalisé sur la question de l'alimentation. Merci Claude. Donc, oui, je veux vous présenter aujourd'hui le premier résultat que nous avons sur les facteurs qui favorisent ou qui entravent la suffisance alimentaire urbaine dans cette étendue méditerranéenne que Claude vous a présentée. Donc, la présentation est en anglais, mais je vais la présenter en français. La question qu'on s'est posée, nous, c'est qui sont les facteurs qui affectent cette suffisance alimentaire urbaine en Méditerranée. En disant, enfin, notre définition de la suffisance alimentaire serait la proportion de la nourriture qui est produite localement, qui va être consommée aussi localement. Donc, c'est la définition que nous avons adoptée pour cette analyse. Nous avons l'hypothèse que dans cette étendue méditerranéenne, il y a des spécificités locales, mais qu'il y en a aussi des facteurs communs. Donc nous allons essayer de trouver qu'est-ce qui sont ces facteurs communs avec une approche multiscalaire du système de production agricole, bon, et malgré ce que j'ai noté là, un peu sur les patrons de consommation. Pas approfondi pour l'instant. Donc, nous avons une méthodologie en plusieurs steps, plusieurs étapes. Donc, au tout début, nous avons identifié les drivers, c'est-à-dire les facteurs qui favorisent ou qui entravent les systèmes alimentaires locaux
à partir des études de cas et pour des produits spécifiques. Donc, on a choisi un ou deux produits représentatifs pour chaque étude de cas. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure pour que vous voyez où ils sont. Ensuite, nous avons réalisé, donc après cette analyse qualitative, une analyse statistique à l'échelle des sites rayons. Ça correspond en Europe au NUTS 3. C'est les wilayas en Algérie, par exemple, qui ne sont pas les systèmes NUTS 3, avec un modèle statistique qui s'appelle PLS. Je vais vous présenter ça après. En fait, ensuite, on a fait un cluster classique, un dendrogramme, pour trouver une typologie des régions en fonction de leur probabilité, le potentiel de suffisance alimentaire plutôt. Ça, c'est la carte que Claude vous a montrée en superposant les limites administratives, même pas administratives de nous trois, statistiques, des limites statistiques ou équivalents. Et les études de cas, ils sont là. Donc, nous avons des études de cas dans tous les pays dont il y a des équipes qui sont partenaires du projet, à savoir, donc on a l'Interro, comme Claude a dit, mais il y a aussi à Madrid, en Espagne, ici au Comtat Veneçan, à Pisa, en Italie, puis à Malta, à Tunis, et puis 3-4 d'études en Algérie. Donc, la première étape, comme je vous ai dit, c'était d'identifier ces facteurs à partir d'une étude qualitative, des études de cas, dans tous les cas d'études. Donc, nous avons élaboré une grille commune d'entretien. C'est des entretiens semi-directifs que nous avons fait à des informants clés. Donc, il y avait aussi une grille pour identifier ces informants clés adaptés en fonction du contexte de chaque pays. Et avec évidemment du travail de terrain et l'analyse de littérature grise classique. Donc, ici, vous pouvez voir le tableau récapitulatif des produits représentatifs qui ont été choisis par chaque cas d'étude. Alors, la représentativité d'un produit, ça peut être en fonction du volume au produit. Donc, c'est les plus produits, donc ça représente des gros volumes. Ou ça peut être en fonction de l'identité, des facteurs identitaires, c'est-à-dire que cette production a été toujours dans un certain endroit, il y a une représentation de cet endroit à partir de ces produits, et il y a une attractivité touristique par rapport à ces produits-là. Donc, il y en a 3 types, des produits horticoles, des cultures arables et puis des produits transformés, comme la viande et l'huile d'olive. Donc, nous avons estimé, et je dis bien estimé, la consommation locale de cette production locale. J'ai dit estimé parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, il n'y a pas de données statistiques sur ce sujet-là. Donc, pour avoir des données quantifiées sur les flux, c'est-à-dire sur la suffisance alimentaire, c'est-à-dire la quantité d'une production locale qui va être consommée dans les lieux de production ou alentour, il faut faire des enquêtes de terrain. Donc, nous avons estimé avec des fourchettes pour chaque produit représentatif, pour chaque pays. Et on voulait upscale, on voulait généraliser cette information-là à l'étendue de la Méditerranée. Or, ça nous a posé d'emblée quelques problèmes méthodologiques. Tout d'abord, pour le même produit, on trouve différents pourcentages de consommation locale. Par exemple, la viande, en Italie, elle est consommée souvent entre 70 et 100% dans les lieux de production, autour des Pisa. Par contre, à l'Alentejo, c'est un bassin d'élevage bovin très important. La plupart, elle est destinée à l'exportation. Ensuite, ce sont des estimations, comme je vous ai dit, donc avec la marge d'erreur que ça représente. Et puis, pour pouvoir généraliser cette info avec la classification de l'un-système que nous en avons élaboré au préalable, que Claude vous a présenté brièvement, on ne pouvait pas affecter non plus un produit précis à un land system précis. Par exemple, pour les huiles d'olive, on va trouver la production de huile d'olive dans les systèmes agroforestiers, c'est un land system. Dans les systèmes de mosaïque périurbain, c'est notre land system, etc. Donc, comment on fait? Donc, déjà, on a mis à plat cette info
dans des schémas ces résultats qualitatifs. Donc déjà par rapport aux facteurs qui entravent cette suffisance alimentaire, on a trouvé des choses, je ne vais pas passer à décrire tout, mais on a trouvé des choses surprenantes qui peuvent être aussi bien un facteur entravant qu'un facteur facilitant. Par exemple, la concurrence des marchés internationaux. Il y a une sorte de tipping point, en sorte que si les produits importés sont souvent moins chers, donc s'ils sont moins chers, les gens ils vont acheter ces produits. Mais si ça revient vraiment beaucoup, enfin, parce que les produits locaux ils sont plus chers, mais en même temps les produits locaux parce qu'ils sont plus chers, ils sont vus de meilleure qualité. Donc ça peut aussi favoriser la consommation de ces produits locaux qui sont vus comme meilleurs par rapport aux produits importés. Donc ça c'est des résultats qualitatifs qui méritaient d'essayer de trouver statistiquement qu'est-ce qui fait ce tipping point. Par rapport aux facteurs facilitants, nous avons trouvé des choses classiques. On s'attendait, par exemple, la bonne volonté ou le bon vouloir, le willingness des distributeurs ou des consommateurs. Ça va favoriser le local food system, la consommation locale des produits. Okay? On ne s'attendait pas à d'autres. Par exemple, on pensait que les facteurs concernant la technologie, l'utilisation des nouvelles technologies et l'Internet serait un facteur qui allait faciliter aujourd'hui le développement de cette suffisance alimentaire locale. C'était une des questions qu'on a posées explicitement. Or, ce n'est pas un facteur qui joue. Et on a trouvé aussi des résultats intéressants, très contre-intuitifs. Par exemple, par rapport au tourisme. Le tourisme s'est revenu dans toutes les études de cas, dans tous les porteurs méditerranéens, comme en étant un facteur qui favorise la suffisance alimentaire parce qu'il y a une demande liée au tourisme, donc pour consommer localement cette production locale. On ne s'y attendait pas. Et puis un autre facteur concernant la fragmentation urbaine. Je vais y passer, puis Catherine, elle développera aussi sa présentation autour de la fragmentation. Donc, on entend souvent dire que la fragmentation urbaine, l'urbain sprawl, ça empiète sur les terres agricoles, ça fragmente les terres agricoles et du coup, ça entrave l'activité. Mais par rapport à la suffisance alimentaire, les études de cas qu'on a fait nous montrent qu'en fait, ça favoriserait la suffisance parce que les exploitations agricoles étant plus petites ou de taille moyenne, ils ne vont pas avoir une stratégie d'exploitation orientée vers l'exportation parce qu'ils sont plus de volumes assez grandes, ils sont plutôt des petits volumes avec une production qu'ils vont vouloir valoriser autrement, souvent par les circuits courts, pour continuer à être viables économiquement. Donc, on a posé cette hypothèse là sur la rugosité. Alors, comme je vous ai dit, c'est Catherine qui va faire son exposé là-dedans. Donc, nous, on a basé cette hypothèse sur ses recherches à elle, en disant, en fait, pour la suffisance alimentaire urbaine, la forme, on s'en compte, et la fragmentation aussi. Pareil que pour la concurrence des marchés internationaux, il y en aura un tipping point, donc un point d'inflexion. Si c'est un peu fragmenté, ça favoriserait la suffisance alimentaire. Si ce n'est trop, dans l'image en bas à droite, ça ne favorise pas du tout la suffisance parce que déjà l'activité agricole ne pourra plus avoir lieu. Donc il y a une sorte de fourchette qu'il faudrait trouver. Donc ça, c'est pour ce qui est nos résultats qualitatifs. Je vais vous présenter maintenant les premiers résultats d'analyse statistique, d'essayer de mettre ça en musique pour généraliser dans l'étendue du bassin méditerranéen. Donc, on a utilisé un modèle statistique que je ne vais pas vous présenter en détail, qui s'appelle le PL Space Modeling. Donc, en français, ça c'est le modèle des moindres carrés partiels. Donc, c'est une approche qui permet d'estimer des relations de causalité complexes entre des variables dites latentes, c'est les VL qui sont marquées là, qui sont elles-mêmes mesurées par des variables observées, dites manifestes. Donc, nous, tous nos résultats qualitatifs, on a essayé de les grouper dans des variables latentes, alors qui concernent 5 champs, les policies, les infrastructures, l'innovation sociale, les land system dynamics et les conditions sociales. Donc, dans chacun, je reviens en arrière, dans chacun,
on a nos variables manifestes. Donc, ce sont des choses qui viennent de cette analyse qualitative de plusieurs études de cas. Par exemple, les willingness des distributeurs en social innovation, la bonne volonté, les bien vouloir faire. On a trouvé parfois des proxys pour les trouver. Par exemple, l'existence des clusters agri-food. Alors, avec des variables qu'on puisse trouver dans toute l'étendue méditerranéenne. Par rapport à la forme et cette hypothèse de fragmentation, nous avons mesuré aussi par des indices qui relèvent, qui sont souvent utilisés dans l'écologie du paysage. Et nous avons obtenu ces résultats préliminaires à cette échelle NUTS 3, donc qui correspond plus ou moins au département en France. Alors, ces schémas, il ne faut pas lire les flèches comme en relation de causalité. Les flèches, enfin, la largeur des flèches, elle indique juste la direction et la force de la relation. Donc, c'est pour ça qu'on peut trouver des coefficients qui sont plus que 1, parce qu'en fait, ça ne se lit pas comme une relation causalité, ça se lit les plus fortes, il est les numéros, les plus fortes la relation. Donc, on ce diagramme, on peut voir, enfin, on a posé comme hypothèse, et c'est le résultat, que l'innovation sociale dépend de la qualité des infrastructures, des politiques, des conditions sociales et des dynamiques de l'un-système. Donc, on peut voir que les conditions sociales ont un effet positif sur les politiques, les infrastructures et l'innovation sociale. Par contre, on peut voir que les dynamiques de l'un-système, ils sont aussi un effet très grand dans les conditions sociales, mais dans un sens négatif. De même, les conditions sociales, les politiques et les infrastructures, elles vont geler les dynamiques de l'un-système. Et ça serait intéressant, par exemple, d'analyser ces dynamiques. C'est quelque chose à faire par la suite, et complexification de l'un-système versus homogénéisation. Pour voir un peu plus clair qu'est-ce qui sont les facteurs, comme je vous ai dit, chaque variable latente, donc le gros paquet que vous en avez vu auparavant, innovation, conditions sociales, etc. Chaque variable latente est estimée comme une combinaison linéaire de variables manifestes. Donc là, bon, c'est des schémas qui donnent qu'est-ce qui c'est les poids de chaque indicateur par rapport aux autres pour essayer de trouver qu'est-ce qui sont les plus significatifs. Donc, je vous les rends un peu plus clairs. Qu'est-ce qui sont les facteurs qui jouent dans cette suffisance alimentaire? Donc, on a trouvé, concernant la dynamique de l'un-système, les indicateurs qui parlent de la fragmentation. Donc, il y a 3 indicateurs en haut à gauche qui sont des indicateurs de l'écologie du paysage, du Shannon, density. Pour les non-initiés, ces 3 indicateurs rendent compte de la fragmentation de l'urbain par rapport aux terres agricoles. Donc, ces 3 indicateurs sortent comme des indicateurs significatifs. Aussi, on a trouvé le tourisme et l'index de développement, ainsi que la production, exportation et consommation d'un produit. On a choisi le blé parce qu'il est quand même un produit qui est partout les pourtours méditerranéens. Ça sort comme significatif. Concernant les politiques, on a eu l'appartenance ou pas à l'Union européenne et les quantités de lois nationales autour de l'alimentation, du droit à l'alimentation, etc. On a aussi, si le système il est enraciné dans le sens qu'il y a 3 variables qui concernent aussi la production, consommation, exportation doublée, mais pour les années 80 qui sont comme représentatifs. Et finalement, par rapport à l'innovation, on a le nombre de villes dans ces NUTS 3 qui sont signées les pactes de Milan et l'appartenance à des réseaux d'agriculture familiale. Analyse classique des clusters. Et ça, ce sont les clusters que nous avons trouvés. Donc, je vous dis, c'est des résultats préliminaires. Donc, les clusters, c'est une sorte de typologie des NUTS 3, donc des départements, par rapport à la potentialité de suffisance alimentaire urbaine. Donc, on a 7 types en fonction de la combinaison de ces variables-là. Donc, on a en rouge, par exemple, les NUTS 3, les départements qui sont très touristiques, avec une consommation beaucoup plus forte que la production, très développée, avec des villes très innovatives.
donc qui correspond par exemple au littoral espagnol ou à Madrid, dans des grandes métropoles. On va voir d'autres qui sont aussi touristiques, les numéros 4 qui est un peu violet, mais où il y a une consommation qui est proche de la production avec un secteur agricole ou bien enraciné et qui sont aussi très développés. En orange, on a aussi des rayons très touristiques, mais avec une fragmentation très forte. Donc, on trouve souvent les Nutstra en Italie, aussi avec une forte production et des secteurs enracinés. En jaune, donc des régions très touristiques, mais qui consomment moins que ce qu'ils produisent. Donc, ils sont un secteur aussi enraciné, mais aussi orienté à l'exportation, aussi très développé. Et ensuite, on voit qu'il y a quand même un bloc européen, un autre bloc non européen, la couleur bleue, donc les deux, qui correspondraient à des régions très fragmentées, périurbains, avec une consommation et une production balancée, équilibrée, mais qui sont pas forcément très développées, mais très innovatives, parce qu'on enregistre beaucoup d'appartenance à des réseaux dans ces régions-là, enfin ces départements. La 3, donc la vert, avec une consommation beaucoup plus forte que la production, non innovative, où il n'y en a pas de lois autour de l'alimentation. Et enfin la 7 en marron, qui seront aussi des régions très fragmentées par rapport au land system, pas forcément par rapport à l'urbain, avec aussi une production très importante et enracinée. Donc tout ça, ça nous pose plus de questions que de conclusions pour l'instant, parce que c'est un travail en cours, comme je vous ai dit. Donc déjà, quelles implications nous pourrions envisager pour la politique publique par rapport à cette typologie-là, par rapport au planning? Déjà, l'exercice, vous voyez, c'est limité. On l'a fait pour un produit, les blés, mais il faudrait aussi explorer qu'est-ce qui s'adonne avec d'autres produits, par exemple en représentant les huiles d'olive ou un produit horticole. Quel lien ils sont ça avec l'Ansystem Dynamics, donc avec cette fragmentation davantage? Et puis des recommandations par rapport à cette urban form autour des villes, notamment par rapport à cette hypothèse forte qu'on pose sur la rugosité, la fragmentation. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de planning? Je conclue là, avec beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous voulez poser des questions ou on donne la parole directement à Catherine, qui elle va faire une présentation sur la rugosité. Donc, c'est un peu, notre hypothèse se fonde en partie sur ses travaux à elle. On peut cumuler des questions à la fin de la matinée, avant la pause, je sais pas. Oui? Non, please, some. Donc, Catherine, elle va faire son exposé en anglais. Donc, vous en avez des headphones à l'accueil. Je voudrais juste rappeler que vous avez donné votre pièce d'identité, qu'il faut récupérer votre pièce d'identité et laisser les matériels de traduction d'écoute à l'accueil, parce qu'hier, quelqu'un, il a oublié. Donc, j'ai sa carte d'identité. Je ne sais pas si c'est bon, c'est fait? Non? Bon, on a toujours sa carte d'identité et on ne sait pas la contacter. Donc, pensez bien à ne pas oublier de faire ça. Merci, Catherine. Okay, wonderful. Like Principal Pascal Lebold, I work at Comme le principal, je travaille au sein d'un établissement qui travaille dans l'agriculture de l'avenir. C'est ravissant de voir les étudiants dans le public ce matin. Lorsqu'on parle de la nourriture que l'on mange aujourd'hui, comment elle modifie notre corps, notre paysage, ces questions-là sont très importantes, surtout autour de la Méditerranée, avec les changements climatiques qui impactent notre vie. Il y a des croissances de population aussi. Nous, en Californie, nous subissons les mêmes phénomènes. Je travaille dans une université agricole. Nous sommes la deuxième
la deuxième université agricole au monde. On est deuxième derrière une université européenne que je ne nommerai pas. Moi, je suis urbaniste, mais je suis aussi vétérinaire. Donc, mon approche prend compte de la santé des êtres humains, la santé animale et l'environnement également. Hier, j'ai parlé des flux dans un système alimentaire local et comment ces flux essaient de raccommoder notre paysage. Et Christophe Selot plutôt a montré un beau tableau du paysage français avec beaucoup de régions agricoles diversifiées. Et moi, je dirais que ce patchwork est devenu un peu usé quelque part. Les villes ont perdu les liens avec les régions agricoles qui sont à proximité. Et avec ces systèmes alimentaires territoriaux, nous espérons raccommoder ces éléments pour avoir une suffisance alimentaire, surtout s'il y a des menaces sur les chaînes mondiales. Et on a vu tout cela avec Berlin qui a été disloqué dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était le fournisseur de la ville qui a pu faire survivre les citoyens. La même chose au Cuba où il y a eu une réorganisation. Donc, très sincèrement, il s'agit de la sécurité nationale quand on parle de l'alimentation, puisqu'il y a le changement climatique et les villes doivent se préparer. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet du point de vue de la forme et l'impact de la forme sur le flux. Hier, j'ai parlé des flux. Aujourd'hui, je vais parler de la forme. Et ce sujet est clé autour de la Méditerranée parce que cette région est le berceau de la civilisation, des villes et de l'agriculture. Et ces populations voisines ont évolué ensemble, les terres agricoles, les villes, et tous les deux sont menacés par le changement climatique. Donc, pour commencer, je voudrais travailler avec une métaphore. La ville est comme un récif corallien. Et je vais décrire la structure complexe d'une ville, d'un récif corallien et pourquoi cette complexité est importante pour la longévité pour tous. Et je vais décrire comment cette diversité a un impact sur la forme urbaine et on va également aborder les implications qui existent pour la planification des terres agricoles ainsi que des villes. Pour commencer, les récifs coralliens occupent seulement 0,2% de la mer, mais hébergent un quart de toutes les espèces marines. Les récifs sont durables, robustes, sont là depuis un demi-million d'années. La ville contient la moitié de la population humaine et les villes vont accueillir de plus en plus d'êtres humains. Et les villes occupent moins de 3% de toute la terre. Et la ville survit aux bombardements, aux récessions économiques pour renaître de leurs cendres. Donc, une ville aussi est une structure très diversifiée avec la puissance de survivre. Lorsqu'on parle de la durabilité, je pense qu'il faut analyser les structures qui ont survécu, qui dure dans le temps. Comme un récif corallien qui est entouré par une vie marine diversifiée, la ville est également entourée par une diversité. Voilà une carte de la diversité des cultures aux États-Unis, au milieu du pays. Il y a des petites taches, c'est tacheté à cause de la production de soja et de blé. La région de la Mississippi a beaucoup de blé et de soja. Il y a beaucoup de diversité dans les montagnes appalachiennes, dans le nord-est. Et on va regarder la Californie ensuite, où vous voyez beaucoup de petites taches. C'est la Californie. Donc moi, je suggère que ce sont les fermes autour des villes qui permettent une agriculture diversifiée.
surtout ces fermes périurbaines qui n'occupent que 20% de toutes les terres agricoles, mais produisent plus de 90% de tous les fruits oléagineux et les baies, 80% des légumes, 60% des produits laitiers, 50% de volailles et des œufs. Et ce sont des éléments d'un régime sain qui nous permettent de combattre l'obésité, la malnutrition. Au fur et à mesure de l'expansion de ces zones urbaines, ils empiètent dans cette terre très riche et privent les fermes de ces ressources. Comme un récif corallien, une ville et une terre agricole est entremêlée avec son environnement. Si on prend l'exemple de la Californie, par exemple, il y a une population très dense, on a 40 millions de personnes, il nous manque des logements, il faut construire des logements rapidement. Nous sommes la cinquième économie la plus grande au monde. Nous sommes concurrents de la Silicon Valley et les industries technologiques qui ont besoin de plus de terre, plus de maisons. Mais nous avons plus de 77 000 fermes, 400 en matières premières et 60% des fruits des États-Unis viennent de la Californie. Il y a beaucoup de similitudes entre la Californie et la France. Si on parle d'être une moteur de la production agricole, une vitalité économique, nous avons des villes avec une longue histoire. Et ici, je change de direction et je parle du pourquoi de l'importance de cette durabilité. Si on commence ici à droite, dans les écosystèmes, il y a des chercheurs qui ont souligné que la diversité est très importante pour la récupération d'un système. Si vous prenez la biodiversité marine, le nombre d'espèces qui existent, oups, c'est la pause. Pour les lycéens au moins, pas pour nous. J'ai vraiment foiré mon timing. Donc, le nombre d'espèces dans un récif corallien correspond à la capacité du récif de récupérer. S'il y a une espèce, elle tombe malade. S'il y en a beaucoup plus qui peuvent prendre sa place, alors le système va survivre, va s'épanouir. Ça se tient pour les récifs, les forêts et les systèmes sociaux également. Ici, Scott Page suggère que la diversité économique d'une ville l'aide à récupérer pendant une récession économique. Et on voit des exemples aux États-Unis aujourd'hui, là où il y a une ville qui compte sur une industrie, l'industrie automobile par exemple. Alors toute la ville s'écroule. Mais si on a une économie diversifiée, il y a d'autres industries qui vont prendre le relais. Si on construit une équipe qui contient des personnes avec des contextes, des historiques différents, vous êtes plus à même de vendre vos produits à un produit varié, à trouver de nouvelles solutions, etc. Donc, la diversité est vraiment clé pour la survie d'un écosystème. Et pourquoi? Un écosystème, en fait, cette recherche dans la biodiversité, il y a beaucoup de recherches dans un récif corallien. On a une structure complexe qui permet la multiplication des niches, les habitats qui peuvent être exploités par toute une gamme d'organismes. Et cette gamme d'organismes garantit des synergies entre le récif et les organismes qui y habitent. Et ces niches, ensuite, encouragent une résilience. Donc, je souhaite appliquer cet argument pour l'appliquer à la ville. Donc, la question que je me pose, c'est que est-ce que la forme urbaine est importante au niveau de la diversité de la ville et de la production? Vous vous posez la question, mais comment mesurer
la complexité topologique. Et les écologues qui étudient les récifs font une chose très simple, ce qui est surprenant puisqu'un récif est très compliqué. Si on regarde de plus près à un espace dans ce récif, ça va être très différent. La même chose s'applique aux régions agricoles. On peut avoir des raisins, on peut avoir des vergers. Le système est complètement différent d'un point à un autre. Donc, l'objectif est de faire un pas en arrière pour trouver des vérités universelles vis-à-vis de la forme. Donc, avec un récif corallien, les écologues prennent une corde flexible et la posent sur le récif pour définir une forme approximative du récif. Donc, il parle d'une rugosité de la complexité. Donc, je prends la rugosité et je l'applique aux villes. Il y a 1000 façons de le faire. Par exemple, on pourrait tracer les lumières la nuit et on pourrait le corréler à la diversité d'activités agricoles. On peut utiliser des surfaces différentes, ou on peut utiliser les données LIDAR qui analysent la hauteur de bâtiments. Ce que moi je préfère d'utiliser aux États-Unis sont les zones urbaines décrites dans les recensements. Ce n'est pas défini politiquement, c'est basé selon la densité de la population. Il y a 1000 personnes par mile carré dans une même zone dense, et là je peux dessiner le trait autour du périmètre de cette forme et calculer la rugosité sur le périmètre. Je ne regarde pas du tout la hauteur des bâtiments. Quand on fait cela, on peut identifier les comtés américaines qui ont une rugosité plus élevée. Et voilà, nous avons les 3 villes les plus rugueuses. Les périmètres sont en rouge. Et je souhaite attirer votre attention sur le fait que la forme n'est pas concentrique, ce n'est pas un cercle, ce n'est pas simple. Il y a des formes linéaires, et il y a les autoroutes qui sont très courantes aux États-Unis, et le long de l'autoroute, il y a des villes qui se développent, mais aussi il y a des petites taches à droite et à gauche. Ce n'est pas une excroissance, si vous voulez. On imagine la croissance urbaine comme étant concentrique comme un arbre et son tronc, mais ce n'est pas le tronc, c'est les branches plutôt de l'arbre. Et ceci soutient beaucoup des concepts qu'on voit aujourd'hui, la science de la forme urbaine et de son impact sur notre vie. Toutes ces recherches ont été menées depuis les 2 dernières décennies. Et Michael Batty a noté qu'une ville a tendance à croître en tant que fractale pour maximiser sa forme. Et ce que moi j'ai démontré, c'est que oui, c'est vrai. Empiriquement parlant, Jeffrey West et Louis Bencourt ont suggéré que c'est un sous-produit des différentes de tracer des égouts et des routes pour rester à proximité de ces infrastructures. Maintenant, je vais parler un petit peu de cette rugosité parce que ça renverse 200 années de théorie agricole et d'urbanisme. Donc, il nous oblige à repenser notre urbanisme. Il y a 200 ans, Johann Heinrich von Thunen a écrit une thèse. Il a noté cette idée du bid-rent curve. Ça veut dire que les valeurs de loyer sont plus élevées au centre de l'activité, mais diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre. Donc, dans le cercle intérieur, on a plus de valeur par hectare pour la production de fruits et des légumes. On est plus près de la ville. On a vu cela empiriquement. Ensuite, les produits laitiers, les forêts, les cultures, et ensuite les animaux d'élevage au plus loin. Ça s'applique en Californie, ça s'applique en France. On a ces schémas un peu généraux de la production de légumes vers le centre de la ville, et puis le volaille, et puis le bétail un peu plus éloigné de la ville. Lorsqu'on met ça sur le côté, cette courbe des loyers
Ce qu'on voit, c'est que pour la théorie urbaine, on a dit, bon, on comprend que ça se passe dans l'agriculture, qu'est-ce qui se passe en ville? Alors, les chercheurs disent que plus près on est en centre-ville, plus cher coûte le foncier. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne, les prix diminuent, comme dans l'agriculture. Le problème, ceci, est que les gens paient une prime pour vivre un peu à l'extérieur. Ils aiment bien voir les prés, les champs depuis leur salon. Donc, une ferme coûte aussi une prime, ça coûte très cher. Ça change notre façon d'aborder la conception de la forme urbaine. Donc, par exemple, si on cherche à maximiser la valeur foncière, si c'est votre objectif en tant qu'économiste, si vous regardez la courbe traditionnelle, cela fait sens d'avoir une ville concentrique. Par contre, si vous pensez que la frange, parce qu'on veut maximiser le centre-ville, mais par contre, si on pense que les franges ont une valeur plus élevée, on veut maximiser les franges. Et quand on regarde la croissance de la population aux États-Unis sur une période de 10 années et le périmètre urbain, on voit une corrélation où il y a des endroits qui ont des franges qui sont plus élargies et qui attirent plus de personnes. Cela fait sens parce que les franges, c'est là où les gens souhaitent habiter. Donc, on prend une distance par rapport aux autres théories standards. Ici, on a une théorie où toutes les villes sont circulaires et on voit ce schéma circulaire encore et encore. Et au lieu de ça, on se déplace vers un modèle de développement urbain où les franges sont à haute densité parce que c'est là où les gens veulent vivre. Donc, non seulement est-ce qu'on souhaite maximiser les franges pour donner aux gens l'occasion d'y vivre afin de capturer cette valeur, mais on veut également avoir des franges à plus haute densité. Et donc, il y a des exemples de ce type de développement urbain, surtout dans les villes scandinaves. Mais malheureusement, ce modèle de développement n'a pas été enseigné dans beaucoup de diplômes de planification urbaine. Je vais attendre la fin. Donc, tout à l'heure, on a évoqué Le Corbusier. C'est un architecte bien connu et on enseigne à l'université. André Duany également. Donc, il a trouvé une idée qu'il faut qu'il y ait un transect urbain. Cette zone est basée sur une courbe Bedran classique qui fait un regroupement de la haute densité dans un secteur urbain. Et ce que cela fait en pratique, c'est que cela limite la frange à haute valeur aux personnes aisées et plutôt que de suggérer un autre type de développement. Donc, j'ai regardé beaucoup de plans urbains aux États-Unis et beaucoup prennent en compte le modèle de transect, qui est la ligne supérieure, où il y a une ligne qui limite le village. Et au-delà, il y a la valeur foncière est plus élevée. Et donc, si on reconsidère comment on fait le développement urbain, on redessinerait ce modèle. Si on souhaite vivre sur les franges et on veut capturer cette valeur foncière en termes de taxes, on voudrait chercher à intensifier l'urbanisation des franges. Donc, plutôt se diriger vers une ville en forme d'étoile. Il faut reconnaître ce fait, puisque dans l'expansion urbaine, ici, c'est un projet global qui étudie les villes. Beaucoup de villes continuent à s'étaler, mais avec une densité très faible. Et cela signifie que l'on mange, en fait, les terres agricoles les plus productives en échange d'un modèle de développement qui n'est pas du tout efficace. Et non seulement est-ce inefficace, puisque cela ne capture pas la valeur de la terre, et en plus on dégrade les sols agricoles les plus
productif, mais ce n'est pas productif en termes du transport, de la cohésion sociale, pour la création de villes plus vibrantes. Et ça, c'est exactement le type de tissu détérioré qu'on cherche à mitiguer. Un autre problème avec ce type de développement que nous avons vu de manière extrême, surtout aux États-Unis, c'est quand on autorise un développement de faible densité, on détériore le centre-ville. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de centres-villes où le centre-ville est mort aux États-Unis. Donc, les magasins ont fermé, les populations ont quitté le centre-ville pour aller vers les banlieues où il n'y a pas de système de transport efficace. Ils prennent les terres agricoles. Donc, ils dévaluent la ville ainsi que les prix des propriétés. On voit un changement un peu, mais il faut en faire beaucoup plus pour inverser la tendance. Donc, ici, je souhaiterais proposer une théorie de la raison de cet événement. Si on considère une zone urbaine comme étant cette ellipse, et on considère des biens et des services qui perfusent à travers le périmètre urbain, on trouve une zone que j'ai appelée RC ici, où la perfusion se fait bien. On peut facilement obtenir des biens et des services. C'est peut-être pour ça que les gens veulent habiter sur les franges. On a une connexion mystérieuse avec la nature, on aime regarder la nature, et on se sent psychologiquement mieux quand on est dans la nature. Et ensuite, vous avez une zone urbaine qui n'est pas aussi bien perfusée. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on atteint une certaine épaisseur du tissu urbain où on ne peut plus arriver à une perfusion efficace de biens et de services. Ça, c'est assez fou parce qu'on se dit que les tissus urbains sont énormes. Je ne sais pas est-ce que cela est vraiment un reflet de la réalité. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lier les zones urbaines et donc on peut les délimiter avec des carrés, des cercles pour étudier leur taille et se dire, quand on arrive à une certaine taille de carré, est-ce qu'on s'allonge pour devenir un rectangle? Est-ce qu'on se concentre comme un récif corallien ou est-ce qu'on s'étale de plus en plus? Et quand on regarde les zones urbaines aux États-Unis, ici, on voit environ 40 000 zones urbaines aux États-Unis, on arrive effectivement à une épaisseur urbaine où, au lieu de grandir en forme de carré, on s'allonge en forme de rectangle. Ce qui est important, c'est que plus la moitié des zones urbaines aux États-Unis ne sont pas du tout proches de cette perfusion. Ces zones restent assez réduites. Donc, il y a 2% qui ont dépassé cette contrainte, dont la plus grande est Los Angeles, qui défie toute théorie urbaine qui puisse exister. Donc, plus la moitié des zones urbaines font moins d'un demi-kilomètre à moins d'un demi-kilomètre de leur frange. Donc, cela veut dire qu'il y a une prime sur les zones périurbaines. Les gens veulent vivre sur les franges. L'histoire de Los Angeles, je pense, est particulièrement importante parce qu'il s'agissait de terres agricoles très riches. Dans les années 60, il y avait plein d'orangers à Los Angeles. Mais la plupart de ces agriculteurs ne vendaient pas directement à la ville. Donc, ce tissu social, ce tissu de système alimentaire local n'était pas là. Et la tapisserie s'était filée. Et depuis un an, il y a un an, le dernier oranger à Los Angeles a été vendu pour un programme immobilier. Autre aspect saillant du concept de rigorosité, c'est qu'il y a des bénéfices écologiques. Donc, on voit ici des travaux sur l'écologie urbaine où les villes luttent contre l'effet de chaleur d'îlots urbains. D'îlots de chaleur urbains. Et donc, comme dans beaucoup de villes de l'Europe du Nord, il n'y a pas de climatisation, il fait chaud. Les vagues de chaleur tuent les gens. Ce sera l'un des plus grands facteurs de décès avec le changement climatique. Et donc, ce problème d'îlots de chaleur urbains est vraiment au devant des débats politiques. Les écologistes urbains ont vu que quand il y a des zones vertes dans les villes, on peut dissiper cet effet de chaleur urbaine.
On peut renvoyer la chaleur vers l'extérieur. Il y a des bénéfices en termes de recharge hydrique, la filtration hydrique, le stockage de l'eau. Ça, c'est très important avec le changement climatique parce que nous verrons plus d'orages et il faudra des infrastructures vertes afin de gérer les eaux de pluie. Donc, si on réfléchit à mieux concevoir nos villes afin de mieux s'intégrer dans l'environnement et profiter de cet environnement est quelque chose de plus en plus important. Je vous amène maintenant à là où j'habite, moi. L'Université de Californie, Davis, se trouve ici, dans ce petit bloc urbain. On est à 15 minutes de Sacramento, qui est la capitale de l'État. Je souligne cela pour vous dire que la recherche que je présente aujourd'hui n'est pas moyen parce qu'il y a tellement de milieux hétérogènes. On ne peut pas prendre cette image universelle et l'appliquer à chaque localisation. La Napa en est un excellent exemple. Il y a une diversité agricole incroyable là où j'habite. Il y a du raisin et d'excellents vins dans la vallée du Napa. Donc, ils ont emprunté une route différente. Ce n'est pas parce que on a... Donc, la prochaine question que je souhaiterais présenter, c'est quelle est la valeur de la frange urbaine? À quel point est-ce qu'on peut s'attendre à obtenir une valeur agricole pour cette frange urbaine? Et ça, c'est une question importante puisque l'une des préoccupations des agriculteurs, si on parle d'augmenter l'espace urbain, c'est que cela augmentera la valeur du foncier. Et si on augmente la valeur du foncier, il faudra qu'ils produisent davantage, il faut produire des aliments différents ou alors il faut qu'ils vendent et prendre la retraite. Ce sont des options. Donc, il y a une grande préoccupation sur la forme urbaine et son impact sur les zones agricoles. Pour répondre à cette question, j'ai fait une analyse de régression multivariée donc par étapes. Et si on le fait par étapes, c'est vraiment pour comprendre la valeur du variable. Donc, le premier variable, c'est la Californie. Si on ne fait pas le témoin pour la production agricole en Californie, le modèle n'est pas du tout juste puisque la Californie est une très, très grande productrice d'aliments. Donc, on peut, en Californie, gagner au moins 300 millions de dollars en production agricole. Donc, ensuite, j'ai contrôlé pour la population. Donc, ce que je cherche à faire ici, c'est contrôler pour la Californie, pour la population, pour les agriculteurs, pour la concurrence et je regarde seulement l'interface urbaine. Et ce que je trouve ici, c'est que pour chaque kilomètre d'interface urbaine, on peut s'attendre à augmenter les ventes agricoles pour environ 215 000 $. Ça veut dire que cette interface urbaine a un impact direct sur l'agriculture. Et ensuite, la prochaine question, c'est est-ce que cela fait que les exploitations ne peuvent plus survivre? Donc, j'ai fait une comparaison de comté avec des rugosités qui étaient statistiquement différentes, mais qui avaient des populations très semblables, le même nombre d'hectares et de ventes. Et je n'ai trouvé aucune différence dans la perte de terres agricoles. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on augmente l'interface agricole? C'est qu'on change le type de production. Un bon exemple est la région du Delta, là où j'habite en Californie, la partie nord de la vallée centrale, où la ville s'étend, il y a un marché de l'immobilier qui s'étend et afin d'y faire concurrence, et malheureusement c'est un développement à faible densité, les exploitations passent de cultures de riz vers des cultures à valeur plus élevée telles que les noix, les amandes et le raisin. Donc les exploitations s'adaptent et vous verrez une différence dans la valeur totale de vente agricole où les comtés qui sont dans des zones plus rugueuses surperforment sur le plan agricole, ceux qui se trouvent dans des comtés moins rugueux, afin de contrebalancer l'augmentation de la valeur du foncier des bâtiments. Donc, tout le système se déplace. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas considérer le développement urbain complètement à l'écart du développement agricole et on ne peut pas parler de planifier les systèmes agricoles pour la suffisance alimentaire sans considérer les dynamiques urbaines. Il faut les envisager les deux ensemble. Donc, pour conclure, il y a un ajustement culturel
qu'il faut envisager sérieusement en planifiant nos villes. Est-ce qu'on veut continuer à s'étendre vers l'extérieur en cercle concentrique ou est-ce qu'on veut amener un déplacement pour réfléchir à ce que peut faire le développement à haute intensité des franges? Quand la ville va annexer des terres parce qu'ils doivent construire des logements, est-ce qu'ils doivent s'engager à construire un transport efficace afin de s'engager également à préserver les terres agricoles de chaque côté et de construire des développements d'immobilier à haute densité parce que c'est très facile de construire un petit lotissement de maisons à faible densité. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissements dans les infrastructures, mais sur le long terme, on ajoute des coûts pour la maintenance des routes, pour la maintenance des canalisations, des eaux usées. On dévalue l'économie de l'agglomération tout au centre de la ville et on dévalue également les sols les plus fertiles. Les villes doivent également réfléchir à comment les exploitations et les espaces verts autour jouent un rôle vital dans la perfusion de la ville avec les biens et les services. Donc, quand la ville veut rénover leur système de canalisation pour gérer les eaux de pluie et les eaux usées, il faut envisager également les services que peuvent fournir les zones limitrophes. Un bon exemple, c'est à New York où la ville devait construire une nouvelle usine de traitement des eaux usées qui allait coûter des millions de dollars. Et au lieu de faire cela, la ville de New York a décidé d'acheter les droits de développer des terres agricoles en amont de Manhattan, dans les montagnes de Catskill, ce qui signifiait que ça préservait toute cette terre d'un développement immobilier. Et donc, l'eau pouvait être filtrée naturellement à travers les forêts et les terres agricoles. Et si vous avez l'occasion de vous rendre à Manhattan aujourd'hui et de boire l'eau du robinet, c'est l'un des meilleures eaux du robinet que vous allez pouvoir boire parce qu'ils ont investi dans les systèmes écologiques. Et donc, il y a d'autres grandes villes qui commencent à réfléchir à comment rénover leur système d'eau usée et comment aménager des espaces verts qui puissent fournir ces services écologiques. Il faut également comprendre que les populations vont continuer à augmenter et afin d'éviter des soulèvements populaires, il faut construire des logements. Et il faut vraiment prendre cette question au sérieux. Donc, où est-ce qu'on va construire ces logements? Qui va y habiter? Est-ce qu'ils vont pouvoir rejoindre les villes vibrantes? Est-ce qu'ils pourront participer à une économie vibrante? Et pour cela, il faut considérer que les franges sont un espace désirable et planifié en fonction. Sur ce, je souhaiterais que l'on considère également que les villes font des branches naturellement quand ils se développent, donc des branches qui font environ 30 à 40 km. Donc, on sait maintenant comment faire grandir les villes de manière efficace. Mais il faut mettre en place des plans à long terme pour savoir qui pourra bénéficier du développement, comment est-ce qu'on va le produire, qui va continuer à produire de la nourriture et quelle sera la forme ultime de la ville. Donc, il y a des recommandations de planification clés pour mettre tout cela en œuvre. Tout d'abord, on peut instituer des contrôles de croissance urbaine non concentriques. Comme je l'ai dit, dans beaucoup de villes américaines, il y a l'idée que quand il y a une frontière de croissance urbaine, il faut que ce soit concentrique. On veut remplir les zones vertes avec un tissu urbain, on ne veut pas les préserver. Et les données que je vous ai montrées démontrent que ce ne sera pas une bonne chose pour l'effet de chaleur urbaine et ce ne sera pas bon pour l'économie agricole ni pour la ville. Il faut protéger ces zones vertes et on peut le faire en protégeant les terres agricoles. Ici, vous êtes dans un pays avec une maîtrise beaucoup plus stricte de la protection des terres agricoles.
Un autre exemple, c'est le plan en forme de doigt à Copenhague. Ce plan a été produit en 1947 et l'objectif, c'était d'avoir des systèmes de transport très efficaces. Donc, c'est un développement orienté vers le transport où sur chaque doigt, il y a un chemin de fer. Il y a plusieurs grandes villes. C'est un développement à haute densité. Puisque le Danemark est assez petit et veut être autosuffisant en termes de nourriture, ils veulent gérer leur plan. Donc, alors que ce plan a été élaboré pour améliorer le transport, cela fonctionne également pour le développement urbain. Et au cours du temps, les doigts sont devenus un petit peu plus épaisses et épais, mais la forme d'origine est toujours là. Il faut également envisager un développement à haute densité sur les franges. Surtout autour des zones naturelles. Et ça, c'est difficile parce que beaucoup de les gens veulent aller vers ces franges parce qu'ils veulent vivre dans la nature, mais il faut penser à comment étendre le tissu urbain et non pas le fragmenter. Donc, non pas avoir des lieux à haute densité qui sont liés au tissu urbain, mais d'étendre le tissu urbain, mais de manière qui préserve la valeur foncière et les services fournis par la nature. Et donc, on peut faire tout cela grâce à la réglementation. Hier, j'ai parlé de ces acteurs des systèmes alimentaires locaux qui étaient impliqués dans le tissu urbain, mais également avec des exploitations et élaborer ces plans pour préserver les terres agricoles et pour étendre le tissu urbain. Ces acteurs doivent être autour de la table et une manière d'y arriver, c'est de créer des espaces économiques qui le permettent. Il s'agit d'une question historique dans les villes américaines, puisqu'on avait, il y a 200 ans, des marchés florissants qui étaient locaux par nature, mais du fait des réglementations de santé publique, des réglementations de planification, on a fermé ces marchés. Il est devenu impossible pour que les exploitants viennent vers les villes pour vendre leurs produits. Et on a perdu ces fils qui tissent les liens entre les exploitations et le tissu urbain qui nous permettent de planifier ensemble pour l'expansion urbaine et la protection des terres agricoles. Comment est-ce qu'on peut soutenir ceci? On pourrait autoriser davantage de marchés de producteurs. Un exemple, en Philadelphie, il y a une liste d'attente de quartiers qui veulent avoir leur propre marché de producteurs. Il y a une liste d'attente d'agriculteurs qui veulent avoir un stand sur un marché de producteurs. Il y a de la demande des deux côtés. Il s'agit juste de retravailler les organisations et les réglementations qui autorisent les marchés de producteurs. On peut également le faire à travers l'extension agricole, à travers l'agriculture multifonctionnelle. Et encore une fois, il s'agit d'une loi sur la terre agricole. De quelque sorte, je dis que la planification doit s'écarter, doit ôter certaines des barrières. Il n'y a pas besoin d'organiser les acteurs vont s'organiser eux-mêmes si on leur donne l'espace pour le faire. Et sur ce, j'en conclus et j'ouvre à la salle pour des questions. Des questions? Moi, je commencerai par une première. Tu présentes d'une manière extrêmement convaincante la relation. Sorry. La relation entre rugosité et le fait d'optimiser le nombre de contacts possibles, hein, et donc l'incitation sur l'agriculture. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de seuil, quoi, de moments où ça devient une contrainte, parce que j'ai bien compris que ça pouvait être un objectif de planning de favoriser ces organisations urbaines, mais à certains moments, le planning doit être aussi capable d'arrêter le phénomène pour protéger, quoi. Et donc, il est où le point de balance?
I think this is where my research Et je pense que c'est là où ma recherche fait une interface avec votre recherche. Quand on pense à ce que l'on peut produire dans un pays, est-ce que cela sera suffisant pour nourrir tout le monde? Hier, on a parlé de la différence entre les bassins alimentaires et l'empreinte alimentaire. Donc, l'empreinte alimentaire, c'est voici ce dont on a besoin de manger. Et le bassin alimentaire, c'est voici les terres agricoles sur lesquelles on peut produire ces aliments. Et ce n'est pas parce que vous avez la terre disponible et que vous avez besoin de manger, ça ne signifie pas que vous faites ce lien direct, mais ce lien direct est important pour préserver ces terres agricoles par rapport au fait d'importer vos aliments et de devenir vulnérables au déséquilibre économique ou la politique nationale. Et donc, je pense que d'un côté, votre question, on peut répondre à votre question à travers les analyses spatiales de ce que l'on pourrait produire dans le bassin alimentaire. Mais afin de préserver ce bassin alimentaire, il faut avoir des flux vers les zones urbaines afin de construire une compréhension partagée sur comment planifier vos zones urbaines. Et il s'agit d'une époque passionnante avec la naissance du mouvement des sciences de la ville, puisqu'on comprend ces agressions d'intellect humain en construisant la ville autour de nous. On commence à comprendre comment on manipule le paysage et quelles sont les conséquences. Et on peut former une science afin de comprendre comment le faire correctement. Et cette science sera très différente dans des contextes différents. Donc, vous aurez peut-être des régions où cela fait sens d'avoir des villes ou des régions où cela fait sens d'avoir des terres agricoles. Mais je pense que trop souvent, on a fondé nos villes dans des endroits où on avait des sols fertiles au départ. Et on ne peut pas décider du jour au lendemain de déplacer une ville ou de mettre une ville quelque part. Certains pays ont décidé de construire des villes là où il n'y avait pas d'agriculture, mais il faut construire sur l'échafaudage que l'on a mis en place à l'origine. Donc, je pense que la perfusion urbaine nous donne une idée de l'épaisseur du tissu urbain du côté de la ville. Mais ensuite, bien sûr, il faut faire davantage de modélisation afin de voir si l'on grandit, quels sont les impacts sur les valeurs foncières pour la production agricole, à quelle vitesse est-ce que les exploitants peuvent s'adapter à ces augmentations de valeurs foncières en changeant leur culture, en vendant de manière différente, en produisant d'autres biens et de services pour les villes. Je n'ai pas aujourd'hui évoqué le fait que la terre périurbaine est un endroit merveilleux pour les énergies renouvelables en particulier. Donc, l'éolien, le solaire sur les exploitations. Et c'est encore une opportunité pour les exploitations de créer quelque chose de valeur dont on a besoin dans les zones urbaines et de les créer sur les franges urbaines afin de ne pas avoir des lignes haute tension géantes. Donc, il faut penser de manière plus large sur l'alimentation, l'énergie et l'eau, et pas seulement le côté alimentaire, ce qui va compliquer les modèles, parce que vous allez peut-être créer un modèle qui dit si on diversifie comme ça, si on change la manière dont on vend, on peut avoir 2 fois la valeur par hectare. On a vu ça avec le marketing direct. Mais si à la fin on ajoute le solaire, ou on ajoute l'éolien, ce qui va contrer au niveau de la valeur de la foncière. On a vu cela avec la production énergétique, surtout avec les déchets vers l'énergie, que ça peut changer la valeur du foncier. Donc, il y aura beaucoup de modélisation à faire afin de pouvoir comprendre les choses. En France, il y a un ensemble de lois qui nous arrivent où on dit ça, il faut évaluer les conséquences de la croissance urbaine sur l'agriculture, et on s'aperçoit qu'on ne sait pas très bien faire. Donc, It's just a short comment. Juste un bref commentaire, puisque j'ai beaucoup aimé votre présentation et je vous en remercie. Quand j'ai commencé à étudier l'agriculture périurbaine en Italie, l'Italie, si vous regardez une carte de l'Italie, vous allez me dire, oh, il y a de l'agriculture périurbaine partout en Italie, parce que le problème urbain en Italie est dramatique. Nous avons des villes incroyables,
mais la campagne, les terres agricoles ne sont pas très protégées. Quand j'ai commencé à étudier ces éléments, on m'a dit que j'ai étudié ce type d'urbanisation que nous avons en Italie. C'est le pire type d'urbanisation qui puisse exister, puisque cela affecte directement les loyers du foncier sur les terres agricoles. Donc, il s'agit d'un problème très sérieux. Et c'est pour cela que j'ai commencé à réfléchir à comment retourner la situation. Donc, faire en sorte que les terres qui se trouvent, donc de faire grandir la valeur afin de protéger ces terres. Mais je suis d'accord avec vous qu'il s'agit d'une étude complexe et il faut faire énormément de modélisation et d'études et vraiment scruter la réalité de chaque municipalité parfois, puisque les politiques sont très locales en Italie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce commentaire. Je pense que ce que vous dites également, c'est que c'est une chose que de créer une science des villes ou une science de l'agroécologie et tout à fait autre chose que de transformer notre culture de développement, parce qu'il y a un patrimoine culturel au niveau du paysage qui se transforme si on décide d'adopter un modèle scientifique de croissance. Et donc, il faut vraiment réfléchir à ce que perpétue la culture et quelles sont les conséquences économiques et écologiques. Voilà, vous nous avez montré une croissance urbaine qui est continue. En France, on a des villes qui se sont développées sur de très bonnes terres agricoles. On essaie avec des outils comme les zones agricoles de protéger ces terres agricoles. Alors justement, est-ce qu'il y a eu une réflexion, je ne sais pas où, à quel niveau, sur cet effet, enfin comment à la fois concilier développement de la population, développement démographique et préservation de très bonnes terres agricoles. L'augmentation continue urbaine et de métropoles, etc., va manger des terres agricoles de très grande valeur, et je pense que c'est préjudiciable. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à un niveau beaucoup plus global? Merci pour votre question. Je pense que c'est particulièrement difficile puisque les gens doivent manger. On a besoin de l'eau, on a besoin d'énergie et les terres agricoles ont également besoin d'eau. Et il y a un conflit d'usage autour de l'eau entre les zones urbaines et les zones agricoles. La Californie est un bel exemple, mais toute la Méditerranée est un exemple fabuleux. Nous avons le soleil, nous avons les terres. Le monde a besoin de nourriture et la source d'eau dans beaucoup d'endroits sont déviées parce que les populations urbaines en ont besoin. Donc, je pense qu'on peut beaucoup modifier la manière dont on fait le développement urbain pour construire faire l'échelle. Donc, si on construit un grand immeuble, il faut également construire, c'est la même quantité de routes et de canalisation que si on construit une seule maison. Donc, il faut vraiment réfléchir à la construction de nouveaux logements et l'espace et les ressources utilisées, non seulement sur un projet donné, mais sur le long terme et en termes de maintenance. Je pense également que dans beaucoup de villes urbaines aux États-Unis, ce n'est pas le cas pour beaucoup de villes européennes, mais nous avons vraiment d'évaluer les centres-villes. On s'est tellement étalé sur les terres agricoles que l'on a des centres-villes qui sont vides. Et on a la possibilité de réinventer ces centres-villes.
Et ça, c'est vraiment une conversation importante, mais ce n'est pas forcément la situation en France. Et c'est là où je pense que le travail d'Esther sur la fragmentation est primordial, puisque la croissance contiguë, c'est une chose, où on étend les routes, les canalisations, et on ne réinvente pas de système. On capitalise sur les économies d'échelle et les économies d'agglomération. Mais le fait d'avoir une ville ici, là et là, ou de nouveaux banlieues qui sont créées sur des terres agricoles et qui ne sont pas bien reliées, ne crée pas les meilleures routes de transport public ou les meilleures canalisations. Cela ne vous permet pas d'agréger ce capital humain. Autre chose que l'on voit aux États-Unis, c'est que les villes en dessous de 60 000 personnes ont vraiment du mal sur le plan économique. Ils ont du mal à préserver leur centre-ville, de garder les magasins ouverts, de créer de l'emploi. Et donc, dans un sens, il y a un équilibre à trouver entre quelle est la taille de la ville et quelle est la croissance de ces villes. On peut répondre à cela à travers la modélisation, mais on en revient encore à la question de culture. Est-ce qu'on nous souhaitons tous vivre au sein d'un métropole? S'il s'agit d'un métropole qui fait 10 km, est-ce que cela nous va? Ou est-ce que les villages ruraux... On n'a pas besoin en plus de prendre toutes ces décisions ensemble, ce sera incrémental. L'objectif est vraiment de mettre en place des lignes directives pour savoir si on veut autoriser un développement périurbain, voici le coût à long terme, voici ce que l'on perd en termes de capacité de production alimentaire. Je trouve que c'est extraordinaire de faire des modélisations comme ça et de voir comment on peut effectivement faire grandir, comment on peut urbaniser et même construire. Mais moi, je pense que c'est cette notion de croissance, à un moment donné, c'est stop, quoi. Ces mégapoles, effectivement, il va falloir... Forcément, ça s'est construit, toutes les villes se sont construites sur des bonnes zones agricoles, puisque avant il n'y avait pas de transport et qu'on n'était pas bête, on allait faire là où il y avait à manger. Donc, stop, quoi. Moi, je dirais, en France, par exemple, moi, je pense que dans des zones de demi-montagne où on a des moyens de transport, il y a des voies ferroviaires, il y a des tas de choses, je ne comprends pas qu'avec les méthodes qu'on a, avec l'Internet et toute la dématérialisation de tas de choses et du travail qu'on peut faire ailleurs, il n'y ait pas une volonté politique qui fasse développer tous ces petits endroits où il y a déjà des bâtiments, il serait juste à rénover, où il y a des voies de communication et où on fasse travailler les gens sur place. Il y avait vraiment cette concentration en ville, aujourd'hui, je ne la comprends pas. Il y avait les usines, ok, les usines, on ne peut pas les déplacer, mais les services de travail, pourquoi on ne les déplace pas? Donc je pense qu'il faut, moi j'aimerais bien trouver le mot limite. Limite, parce que vraiment il faut qu'on les définisse. Bon, alors peut-être elles sont différentes selon chaque modèle, mais il faut mettre le mot limite. Sinon expansion continue, ça me paraît... If I may, an example. Si je peux me permettre un exemple, la petite ville où je vis, à Davis, a décidé de poser des limites. Elle ne craquera plus d'1%. Elle s'en fiche, cette ville, du crise du logement. Elle s'en fiche, cette ville, du problème des gens sans abri en Californie. Ils s'en fichent du fait qu'ils se trouvent à côté d'une université qui continue à se développer. Donc, si vous pensez aux impacts micro, ben, ça crée un manque. Et lorsqu'il y a un manque dans un système, les prix de logement montent. Nous avons exclu les gens à moyen revenu, aux revenus réduits de notre ville. Et ça crée donc une inégalité incroyable. Voilà l'exemple d'une ville qui a posé des limites. Pour l'autre question, vis-à-vis du point où on n'accepte plus, ben, ce n'est pas tout le monde qui doit vivre dans une ville. On est attiré par la ville parce qu'il y a des efficacités sur place. Il y a eu des travaux fabuleux sur ce plan qui ont été réalisés par des scientifiques qui découvrent que les gens marchent plus vite en ville. On est plus efficace au niveau de la marche en ville. Les choses se déplacent plus rapidement, les idées sortent plus rapidement. Il y a plus de PIB produit par tête en ville. Mais ça ne veut pas dire que l'on déménage en ville et subitement on est riche. Non. Ça veut dire que dans la ville, parce que les gens sont à proximité, ils ont pu
construire des choses, avoir des idées ensemble, avancer plus vite. Certaines villes essayent de dire non, non à la croissance. D'autres villes sont un peu réticentes. Elles n'acceptent pas avec le changement climatique. On a des réfugiés climatiques. On a une migration vers la ville. On a besoin de logements. Les villes se développent sans produire l'infrastructure. Et en fin de compte, on a des bidonvilles énormes qui se construisent. Et il y a des risques de santé énormes à l'échelle de la planète. Donc, la dynamique est compliquée. Il est très difficile à dire, à tirer un trait sur le sol pour dire qu'on ne va pas se développer au-delà de cette ligne, où on va on va modifier notre économie pour faire face. Certaines villes sont assez innovantes, mais ils sont à contre-courant, puisque en général, les gens cherchent une efficacité de la ville. Si vous êtes exploitant agricole, vous vous trouvez en ville, tous vos collaborateurs et vos voisins vous permettent d'apprendre. Donc c'est pour cela qu'on a cette colocation. Alors, on va prendre 2 questions que je vous propose de faire courtes parce que le temps passe. Merci beaucoup. Je viens du Portugal. Je suis architecte paysagiste. J'ai beaucoup apprécié votre présentation puisque elle relie l'urbanisme avec les différents usages de la terre. Donc, elle m'a vraiment intéressé, votre présentation. Pour ma thèse, j'ai fait modélisation de food shed en tenant compte des facteurs écologiques, la terre, l'eau, le climat, les différents régimes. Et donc, c'est la planification alimentaire basée sur l'écologie, ce qui correspond avec le travail des architectes paysagistes qui essaient de définir un usage de la terre. Donc, je suis d'accord avec cette notion exprimée par la dame et des limites, parce que il faut identifier les zones qui sont propres à l'agriculture et d'autres propres à d'autres utilisations. Donc, je crois que ça marche exactement pareil pour les cultures. Donc, j'aimerais bien connaître votre avis sur cette idée d'analyser la forme des différentes terres agricoles et d'utiliser votre connaissance pour identifier la forme optimale. On peut changer la façon de penser actuelle sur la forme humaine et faire les choses dans notre sens, puisqu'on dépend de la terre pour se nourrir. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris la question, vous dites pourquoi non plus planifier les villes, mais planifier la terre agricole. C'est un peu compliqué puisque la forme urbaine dicte la valeur de la terre et puisque à cause de celle-ci, ça dicte également la production qui doit y avoir place afin d'être rentable. Nous commençons à voir certains développements avec l'agriculture verticale, l'aquaculture, sans sol, sans terre. Donc, je ne sais pas si on peut produire ça à grande échelle afin d'agir autrement. Avec l'architecture du paysage, c'est là, à l'université, chez nous, on a des architectes paysagistes chez nous et on a parlé ensemble récemment du temps qu'on passe dehors. 4% de notre temps est passé dehors. Si vous pensez aux heures que vous
dormez, que vous passez à l'intérieur. Mais nous savons que nous avons ce lien avec la nature, avec l'environnement, un lien qui est très important pour notre bien-être psychologique. Donc, si on met une fenêtre dans une salle de classe, les élèves sont plus efficaces, on le sait. Et on connaît l'importance de l'extérieur. Mais c'est devenu une partie si infime de notre vie au jour le jour qu'on ne le planifie plus. Et c'est dommage, je suis d'accord avec vous. Do you think the regulations Est-ce que vous pensez que la réglementation, l'urbanisme peuvent changer cela? Vous avez parlé de la valeur foncière et l'impossibilité de planifier les zones agricoles avec le même soin qui est donné aux zones urbaines. Un bel exemple est l'agriculture urbaine. Surtout sont des terrains vagues, parce que les villes hésitent de permettre cette agriculture urbaine, puisque une fois la communauté a pris possession de cette terre, alors c'est impossible de les déloger après. Donc une réglementation qui peut permettre une agriculture près de la ville est très importante, même dans l'enceinte d'une ville, pour marier les zones urbaines et les zones agricoles. Et je comprends l'hésitation que peuvent avoir les autorités locales, puisque une fois que les gens commencent à produire la nourriture ensemble, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, et ils ont des exigences politiques par la suite pour extraire leur terrain de l'exploitation politique. Ça va compléter la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je suis intéressé par le type d'agriculture qui se développe dans les modèles urbains tels que vous nous les avez indiqués. J'ai bien compris qu'il y a un développement urbain en France à haute densité de population qui a un impact direct sur la valeur des terres et donc sur les choix agricoles en termes de valeur ajoutée de ce qui est à mettre en culture. Ça pose quand même la question quel système d'exploitation agricole on met en place. Ça pose la question également de l'accessibilité parce qu'on va se retrouver avec des productions qui vont avoir un coût. Vous dites qu'effectivement les centres-villes se développent au profit des franges, mais dans ces villes-là, va se poser effectivement la question de l'accessibilité financière des productions agricoles qu'on cultive aux alentours. Alors quels types de productions agricoles sont mises en place dans ce cadre-là? The farming that En fait, dans une ville très rugueuse, la production agricole est très diversifiée, avec l'accent sur les fruits, les légumes, moins les vignes, moins les arbres, parce que ça implique l'agrotourisme. Ça ne veut pas dire que chaque ferme doit s'y impliquer. Dans le comté de Yellow, il y a beaucoup de riz qui est cultivé. Et on ne l'identifie pas avec l'agro-tourisme, mais on peut faire de l'ornithologie, on peut faire la chasse dans les terrains de riz, on peut avoir des festivals d'alimentation. Mais tout dépend de la production et le partage de cette production. Dans une ville rugueuse, c'est des villes avec beaucoup de marketing direct, de la vente directe. Il y a un lien plus fort. Je suis d'accord avec vous. Vous nous dites qu'effectivement, il y a beaucoup de maraîchage, d'arboriculture. Ma question va être encore bien plus concrète alors. À combien se vend un kilo de tomates dans ces villes-là, dans les conditions de production et avec la valeur du foncier? Et ce kilo de tomates est-il accessible à la population de ces villes? Well, there are tomatoes and then there are tomatoes. Bon, il y a des tomates et puis il y a des tomates. Hier, j'ai fait une présentation sur la valeur qui peut être reçue avec le marketing direct. On peut avoir 2 fois le prix grâce au direct, mais les variétés peuvent être différentes plutôt.
Donc, par hectare, on peut augmenter la valeur de vos tomates, mais ça demande davantage de main-d'œuvre, un marketing différent, une récolte différente. Et tout ceci explique pourquoi les agriculteurs ont des doutes vis-à-vis de ces modifications urbaines, puisqu'il va falloir modifier les moyens de production. Une parade pourrait être de dire qu'on va taxer les agriculteurs différemment. Donc on fait ceci avec les taxes foncières. Si on garde cette terre un certain temps, ensuite il y a une exemption. On peut le faire avec les taxes foncières, en dire que cette taxe est basée sur la potentialité de développement et c'est autre chose de baser cette taxe sur la production. À New York, ils ont acheté les droits de développement pour la terre. Cette terre ne peut jamais être développée. Elle peut être utilisée pour une forêt, pour l'agriculture, ce qui a réduit la valeur de la terre. Et l'agriculteur a été payé pour avoir vendu ses droits. Et ça veut dire également que la fiscalité est autre. Donc, il y a des moyens réglementaires, mais on a besoin de la volonté de cette communauté d'agriculteurs pour dire que la terre sera gardée perpétuellement, plutôt que de dire ça va être pour ma retraite. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais je vais faire ma dictatrice. Comme on est out of time, je vais conclure ça. Par rapport à la question que vous commencez à évoquer, nous faisons demain 3 visites d'exploitation agricole en périurbain, en ceinture verte d'Avignon, qui sont 3 modèles complètement différents autant d'exploitation du système agricole en soi que de la tenue du foncier, que de modes de commercialisation. Donc, ces questions que vous posez, donc, on a des serres de tomates, donc vous pouvez demander combien vous vendez votre tomate, est-ce que vous la vendez plus cher parce que vous produisez ici ou d'autres, ou pourquoi vous êtes dans un système coopératif ou pas, etc. Donc, on aura une illustration de ces questions de la main des agriculteurs qui sont chaleureusement acceptés nous accueillir. Je voudrais juste finir par une question. Qui résume un peu ce que vous avez dit tous, en fait, finalement, parce que Catherine, elle est aux États-Unis, c'est pas les mêmes cadres, les mêmes frameworks pour faire le planning. On n'a pas les mêmes lois, on n'a pas non plus la même cosmologie, peut-être, on a la même vision du monde. Donc, je voudrais savoir, parce que, et je vais changer en anglais pour elle. Yesterday, you said me that when you were making fieldwork, you presented yourself as an officer of agriculture issues on urban planning department. So I would like to know if this question of agriculture and food, or maybe the nexus water, food, energy, is already been. Est-ce que cette question a été déjà abordée au niveau du service d'urbanisme en Californie? Donc l'agriculture est déjà importante pour vous en tant que facteur économique? Oui, la Californie prend très en sérieux son eau, sa source d'eau nécessaire pour les zones urbaines, pour les zones agricoles, l'eau, l'alimentation très importante, et l'État de Californie réduit ses émissions de gaz de serre grâce aux énergies renouvelables avec des objectifs très ambitieux. Donc, c'est différent du reste des États-Unis. Mais ceci dit, le gouvernement national se rend compte de l'importance de ce lien entre l'alimentation, l'eau, l'énergie. Et c'est important pour l'État. Il y a des subventions qui sont disponibles pour faire face à ces problématiques. Donc, les chercheurs sont en train de cartographier les food sheds, les différents points d'énergie, et on est en train d'analyser une différente configuration de ces lignes d'approvisionnement et d'identifier là où on peut construire du logement. Merci beaucoup.